Donc, on est ravis. Vous voyez ce petit générique brillamment fait par notre service communication, hein, qui relate notre présence au salon, qui a été profitable, plein d'échanges, plein de partages. Et effectivement, ce soir, on va pouvoir échanger avec l'un des grands acteurs de ce salon, mais surtout un acteur de la pluridisciplinarité, des échanges entre les podos, les kinés, les ostéos, les professionnels de santé en général, qui vont pouvoir avoir certainement une vision un peu nouvelle, ça ne fera pas de mal, de la complémentarité qu'on peut avoir avec les podos et les ostéos et les kinés. Évidemment, on ne présente pas notre présidente, hein, Myriam, qui va co-animer, On peut. qui va co-présenter. On peut, hein, mais, Oui. qui va présenter. On est ravis qu'une grande partie du bureau soit là et que d'autres soient présents ce soir. Et n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de remonter les questions et on va échanger. Alors, Myriam, d'où vient Oui. cette idée de pluridisciplinarité, d'un besoin de, toi qui es clinicienne beaucoup, qui Mm. es dans la réalité de ton cabinet, tu penses que c'est quelque chose qui s'impose aux deux professions, aux deux typologies de professions, enfin trois même, les kinés, les ostéos, les podos. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose qui s'impose à la profession? Bah, déjà, je tiens à dire que je suis très contente que nous puissions aborder un sujet comme celui-ci ce soir avec Jean-Michel Grand, que j'ai rencontré lors d'une formation qui s'appelle la méthode GMC, que je vous invite à étudier, à regarder. En tout cas, voilà, c'est une méthode aujourd'hui que je ne pratique pas entièrement, mais qui me sert énormément pour savoir quels sont les risques que peuvent avoir les patients dans des futures pathologies, surtout pour des sportifs de haut niveau ou des sportifs aguerris. J'ai eu l'honneur de participer à la rédaction du grand bouquin de Jean-Michel Grand. C'est avec une immense fierté que je suis très heureuse de collaborer avec lui sur des prochaines formations, sur des prochains projets avec d'autres professionnels que nous citerons par la suite. Donc moi, pour me présenter rapidement, Myriam Quidry, je suis pédicure podologue depuis maintenant 2011 et je suis diplômée de l'Université libre de Bruxelles. Cette université est connue et reconnue par sa formation en biomécanique américaine. Mhm. Ensuite, je me suis formée en posturologie clinique, tout en gardant la logique de la biomécanique américaine, et j'ai obtenu mon diplôme interuniversitaire en posturologie clinique. Je tiens à préciser que j'ai toujours été contre le fait de scinder dans les techniques de podologie, de scinder l'aspect posturologie et l'aspect logique biomécanique ou thermoformé, voilà, des logiques qui aujourd'hui sont au contraire très corrélées pour aller jusqu'au bout du soin avec le patient. Je dirais donc que la biomécanique travaille plutôt la structure même du pied et que la posturologie clinique va plutôt travailler l'aspect neurosensoriel et les actions que peut avoir le pied sur le reste du corps, donc les autres entrées sensorielles. Et donc agir aussi sur des informations neuromusculaires. Donc là, je vous fais un petit résumé, Mhm. mais en gros, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, je continue sur ma présentation. Après plusieurs années de pratique, je me suis très vite installée avec des kinésithérapeutes. C'était mon souhait dès le début de mon activité professionnelle d'être au cœur d'un travail pluridisciplinaire avec des kinés. Parce que je voulais me spécialiser dans le sport et je me suis dit, tiens, les kinés, ils savent ils savent bien manier les sportifs et ils ont des protocoles qui peuvent être intéressants pour moi pour aller jusqu'au bout des traitements. C'est donc avec eux que j'ai appris l'intérêt pratique du travail pluridisciplinaire et c'est souvent qu'ils m'adressaient des patients pour un bilan podo-posturaux. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple à la fin de mon propos sur un cas clinique assez incroyable. Et souvent, j'ai aussi observé comment ils travaillaient, comment ils rééduquaient, comment ils manipulaient les patients. Et je sais maintenant pertinemment que le métier de kiné et le métier de podologue, c'est deux pratiques complètement différentes, mais qui sont complètement complémentaires. Avec eux, j'ai appris à connaître leur logique de réflexion et donc j'ai compris très vite
qu'ils avaient des méthodes, des protocoles spécifiques bien définis pendant leurs études pour traiter telle ou telle pathologie. Alors que nous, en tant que podologues, nous avons une logique plutôt de regarder le patient dans son ensemble, un bilan assez global, et nous allons traiter les dysfonctionnements plutôt que la pathologie directement. Je vais vous donner un exemple, je veux dire en cela, en caricaturant un petit peu bien sûr, que par exemple, on a un arrière-pied valgus qui peut engendrer des multiples types de pathologies, et en traitant cette cause-là, on peut traiter plusieurs pathologies. Ce n'est pas la pathologie qui va nous donner le traitement, mais plutôt le dysfonctionnement du pied qui va nous donner le traitement. Et en abordant ça avec les kinés avec qui je travaillais à l'époque, ils me disaient que parfois, eux-mêmes, ils avaient aussi cette logique-là sur des patients qu'ils n'arrivaient pas à soigner ou ils arrivaient un peu au bout du protocole qu'on leur avait appris. Et donc, du coup, ils abordaient aussi les choses de cette manière-là. Et c'est de là où on arrivait à naître un travail pluridisciplinaire. Donc, pourquoi il faut travailler ensemble? Je vous le rappelle peut-être, mais la pluridisciplinarité est prônée par l'Union des podologues depuis sa création, et donc aussi bien avec les kinés, mais aussi avec d'autres acteurs de la santé, comme les infirmières, les orthoptistes, les psychomotes, les ergos, les ostéopathes, et j'en passe bien sûr dans le médical, les rhumatologues, les médecins généralistes. Et je vous renvoie donc à la vidéo sur les MSP et les CPTS, qu'on a réalisé donc, lors d'un webinaire qui parle des différences entre tous ces moyens qui sont mis à notre disposition pour travailler ensemble. Mais ce n'est pas si simple. On a ces moyens-là, mais finalement, on se rend compte que dans la pratique, ce n'est pas complètement abouti. Le monde évolue et le système de santé aussi. Les patients aussi évoluent et nous devons nous réinventer et proposer un travail en commun véritable. Je dis ça pourquoi? Parce que le patient, à l'heure actuelle, il devient le spécialiste de sa pathologie et il n'est plus du tout passif. Il arrive, il connaît sa pathologie par cœur, il vous l'expose et vous, vous êtes là, oui, finalement, je n'ai pas besoin de t'expliquer ta pathologie, tu la connais. Donc, je vais plutôt rassurer et en même temps apporter un plus. Donc, on ne parle plus de prise en charge, mais plutôt de prise en soin. Et donc, on replace le patient au centre de tout ça. Ce qui fait que du coup, on n'est plus à dire au patient, il faut faire ci, il faut faire ça, mais plutôt d'être en accord avec lui, de replacer le patient au centre de tout ça. Et donc, dans cela, le kiné et le podo, qui ne font pas du tout le même métier, comme je vous le disais, mais ces deux professions sont des professions de rééducation. Nous sommes tous deux professions nous sommes des rééducateurs. À notre manière, mais nous sommes tous les deux des rééducateurs. Nous avons donc ce point commun pour aller vraiment loin dans notre traitement, il faut toujours replacer le patient au centre et définir des objectifs avec ce patient. Donc, ça, c'est la relation patient-soignant, mais c'est primordial avant de parler de travail pluridisciplinaire, c'est d'abord d'écouter le patient, d'écouter ses objectifs. Et ensuite, avec toutes ces données-là, on va se dire, ah tiens, là, le kiné, il pourrait m'aider dans ça, là, le podo pourrait m'aider dans ça. Donc, le podo examine et traite le pied sous toutes ses formes. Donc, je vous le rappelle, pour les kinés peut-être qui nous écoutent, sous l'aspect tégumentaire, vasculaire, musculaire, articulaire, neurosensoriel. Le podologue va aussi analyser la chaussure. Donc, dans tout cet aspect-là, le podo aura une expertise très précise du pied du patient. Et tout cela va impacter sur le bien-être du patient et sur la meilleure stratégie posturale globale à adopter pour ce patient. Donc, je continue mon propos. Donc, j'entends parfois dire oui, mais il faut faire attention, les kinés vont nous piquer notre travail, ou alors certains kinés qui vont dire ouh là là, attention, les podos, ils se mettent à faire de la rééducation du pied, ouh là là, ils vont nous piquer aussi notre travail, ça ne va pas du tout. Donc, c'est sûr que les frayeurs de chacun sont légitimes, mais en fait, c'est parce qu'on a une méconnaissance finalement des métiers de chacun. Je vais prendre un exemple de travail pluridisciplinaire qui fonctionne assez bien et qu'on peut extrapoler au domaine du pied.
Donc, je vais prendre vraiment un exemple complètement opposé. Les métiers, par exemple, de la zone bucco-dentaire, donc mandibulaire. Vous avez donc dans cette zone-là, on va dire, des métiers de la santé, donc le dentiste, le chirurgien maxillofacial, l'orthodontiste, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, peut-être d'autres que j'oublie. Donc, si on prend le même exemple, mais pour les pieds, on retrouve quoi? On retrouve le pédicure-podologue, le kinésithérapeute, le chirurgien et le rhumatologue certainement. Donc, je dirais que pour conclure sur cet aspect-là, il ne faut pas avoir peur que les uns piquent le travail des autres. Nous ne sommes pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, en replaçant toujours le patient au centre du traitement. Donc, par exemple, si je veux vraiment extrapoler, encore une fois, le podologue, si on extrapole sur les métiers de l'appareil mandibulaire, eh bien, il serait l'orthodontiste. Avec ses petites cales, avec son orthèse, viendrait replacer des parties du pied pour rééduquer le pied dans sa structure. Voilà. Après avoir dit tout ça, c'est bien beau, mais bon, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour qu'on puisse réellement travailler ensemble? Donc, depuis le mois de septembre dernier, je suis prof à l'école de Podo à Lyon. D'ailleurs, je tiens à saluer mes collègues et les élèves qui m'écoutent. Il faudrait mettre en place dans les écoles des échanges avec les autres étudiants kinés, même ergo, enfin d'autres. En fait, il faudrait dans les écoles mélanger les pratiques entre les étudiants. J'ai pour idée, en tout cas, de proposer des échanges, par exemple, des stages chez les uns, chez les autres. Pourquoi pas faire aussi des mémoires interdisciplinaires avec les étudiants kinés, les étudiants podo. Mais si les élèves n'ont pas appris à travailler ensemble pendant leurs études, ils ne peuvent pas le faire en sortant de leurs études ou ils ne le feront pas de manière systématique. Regardez, par exemple, je prends l'exemple des médecins. Dans le médical, les médecins, quand on est en médecine, ils arrivent à travailler assez facilement ensemble parce que je pense, c'est mon avis, que c'est parce qu'ils ont étudié ensemble. Et donc, je ne parle pas d'un tronc commun dans mon idée, mais plutôt d'une relation sur des cas cliniques ou sur des mémoires, encore une fois, ou sur des petits stages pour vraiment être au cœur des métiers des uns et des autres et pas se faire des idées un peu noires sur le métier des uns et des autres en disant « Ah, mais eux, ils ne servent à rien, mais eux… » voilà. Je pense plutôt dans l'idée de collaborer et d'essayer de voir vraiment… Dès les premières années d'études, comment travaillent les uns et les autres. Et donc, avec Jean-Michel, qui est présent ce soir, et je le remercie encore, nous allons proposer une formation pluridisciplinaire, donc avec PhysioLearn, qui est le partenaire de formation de l'Union des podologues, et donc Frédéric Zunda, qui est ici présent. Je le remercie. Donc, très prochainement, à la fin de l'année, nous proposerons une formation. Donc, Jean-Michel, tu préciseras la date. Normalement, c'est autour du 17-18 novembre, mais je te laisserai le préciser. Et il existe, je tiens aussi à le préciser, une formation sur l'aspect posturo-fonctionnel du pied, faite par un podologue aussi, qui a participé à l'élaboration du livre aussi de Jean-Michel Grand, donc Damien Sonricotet. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais en tout cas, je le remercie aussi. Salut Damien. Et donc, il va aussi, qui propose aussi une formation chez Physio Academy. Maintenant, j'aimerais conclure par la mise en avant de mon expérience en tant que podologue, pédicure-podologue, attention, on est pédicure-podologue, sur la rééducation posturo-fonctionnelle du pied. Alors, je vais vous projeter une petite image. J'espère que ça va marcher. Hop. Alors. Ouais. En attendant la diffusion de l'image, Jean-Michel, ça me fait penser aux querelles qui existaient dans les années 2000, 2007, 2003 entre les kinés et les ostéopathes. Je ne sais pas si tu te souviens.
où les kinés avaient peur de l'arrivée des ostéopathes, de la présence des kinés en disant on va jamais s'en sortir, chacun son boulot. Je comprends même pas pourquoi on a créé une profession comme ça. Et en fait, finalement, dans l'intelligence des deux professions, on a vu la complémentarité, on a vu les échanges qui pouvaient se faire. Voilà, pardonne-moi, Myriam, mais ça me faisait penser Non, à mais ça. c'est un très bon parallèle. Juste, on a eu cette problématique-là à l'époque aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de kinés sont des ostéopathes. Et il y a eu effectivement une crainte des deux parties, hein. Les uns expliquant aux autres qu'ils avaient la solution au problème, Ouais. et que les premiers, donc les kinésithérapeutes, voyaient ça d'un œil méfiant, l'arrivée des ostéopathes, puisqu'ils allaient détourner la patientèle et ne plus travailler en commun avec les patients. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus les voir. Bien sûr, on s'est rendu compte aujourd'hui dans le quotidien que des patients vous disent volontiers que quand ils vont voir un kiné, ils ont vu régulièrement un ostéopathe et inversement. Et c'est rentré dans les mœurs. Les patients ont bien conscience qu'ils ont besoin des deux compétences. Myriam, peut-être tu peux mettre ta présentation en diaporama, peut-être? Ah oui, pardon. Alors, attends. Juste en bas, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, vous voyez mon écran? C'est parfait. Donc là, c'est une image que j'aime beaucoup montrer. C'est la représentation sensitive du corps. On voit que les pieds ont une énorme place au niveau sensoriel. Et un homoculus, un magnifique homoculus. Merci, ouais. Myriam, c'est magnifique. Je t'en prie, c'est fabuleux. J'adore cette image. Et donc, le homoculus de Benfield, donc là, c'est l'aspect plutôt sensitif. Et on voit que les pieds ont une énorme place dans cet aspect sensoriel. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour introduire un peu le propos que je vais vous tenir sur l'expérience que j'ai eue. Et je pense que c'est l'expérience la plus folle que j'ai eue face à un patient. Donc, je travaillais toujours avec ces kinés à Lyon, d'ailleurs que je salue s'ils me reconnaissent. Et donc, je reçois un patient pour un bilan postural. Le kiné me dit « Ouh là là, tu verras, ça ne va pas être simple. On travaille sur ce patient, ça fait maintenant 1 an. On a réussi à le stabiliser, mais voilà, là, on ne sait plus comment faire pour le faire progresser. » Et donc, moi, je le reçois. Donc, il arrive avec son dossier assez conséquent. Donc, c'est un patient qui a eu un accident c'est un camionneur qui a fait un accident de camion et qui a eu donc un grave accident et qui a subi un gros trauma crânien plus d'autres séquelles. Et pour le coup, là, quand il est arrivé au cabinet, il tenait bien debout, mais il n'arrivait pas à faire plus de 100 mètres. Donc, il avait un périmètre de marche assez réduit, très, très réduit. Et il me disait, voilà, ça fait 1 an que je suis comme ça, bon, je suis dépitée, je viens vous voir parce qu'il faut que je change mes semelles, ça fait 1 an que je les ai. Je lui ai dit, mais du coup, vous les avez fait pourquoi, les semelles? Il m'a dit, parce que comme je ne tenais pas bien, du coup, on m'a proposé de faire des semelles, du coup, j'ai fait ces semelles-là, elles m'ont soulagée, donc je lui ai dit, super. Donc voilà, vraiment grosse perte d'équilibre. Et en l'examinant, du coup, puis en lui posant pas mal de questions, je me rends compte qu'en effet, là, le travail des kinés avait vraiment super bien fonctionné, puisque pendant plusieurs mois, il ne tenait pas debout et il était alité. Et à force de le faire travailler, aussi bien chez lui petit à petit au cabinet, il a réussi à avoir un semblant de début de vie, mais bon, le périmètre était très, très réduit. Donc, je l'examine, je le mets sur la plateforme de force. Et là, qu'est-ce que je remarque? Voilà, on a ici une projection en fait des mouvements qu'a le patient pendant l'examen. Donc, je lui demande de fermer les yeux et d'essayer de rester le plus stable possible. Et on voit ici, pendant les 52 secondes, les mouvements du statokinésiogramme qui font que ici, on remarque clairement que le patient est complètement en déséquilibre. Donc, à partir de là, moi, je prends quand même le temps de le prendre en vidéo, tout en essayant de faire attention à ce qu'il ne tombe pas. Malheureusement, je ne peux pas vous diffuser la vidéo parce qu'on voit son visage et je n'ai pas envie vu que la vidéo va être transmise sur YouTube.
J'aurai l'occasion, par contre, de vous la montrer en stage. En stage, en formation, voilà, je suis encore prof à l'école, dans la tête, en formation. Voilà, donc ce patient-là, pour revenir sur ce patient, je lui fais l'examen postural, je lui mets des cales sous les pieds en fonction de mon examen. Donc voilà, en gros, je lui corrige un petit peu ses désaxations au niveau des pieds, je lui fais faire des tests posturaux. Donc tout ça, bien sûr, je le fais en dehors de la plateforme. Et ensuite, je le remets sur la plateforme et je lui remets les cales. Et voilà, ce qu'on obtient, juste avec des cales. Donc là, ici, en bas à gauche, vous avez les différents éléments que j'ai pu mettre sous le pied du patient. Les yeux fermés, pieds nus, on remarque que la stabilité, du coup, que le patient est beaucoup plus stable. Le dessin ici est beaucoup plus joli, plus normé, on va dire, que ce qu'il était auparavant. Donc là, moi, incroyable, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un coup de chance, je vais lui mettre ces semelles sous les pieds et on va voir ce que ça donne. Donc ces semelles, très jolies semelles, très bien faites, hémicoupole, avec une cuvette, une jolie BRC, tout ça en mousse. Et voilà, il portait ça et c'est vrai qu'au début, ça le confortait bien. Mais voilà le résultat. Ce jour-là, toujours le même jour, complètement en instabilité totale, limite même plus instable qu'avec sans les semelles, pardon, sans rien du tout, sans éléments. Donc là, je me pose une question, je me dis, mais en fait, son problème, il n'est pas structurel finalement. Là, son problème, il est neurosensoriel. Là, l'information, elle ne passait plus correctement. Donc, on va lui faire des semelles plutôt sensitifs. En fait, on va lui mettre des semelles plutôt à caractère neurosensoriel, donc avec des éléments qui vont être très fins. Mais tout en lui disant que, en effet, si pendant les 2 premières semaines, il éprouve des douleurs, que ça ne va pas du tout, à ce moment-là, on réadaptera les semelles et on ajoutera des éléments avec des shorts différents, des densités, pour le conforter. Ensuite, donc, je lui mets les semelles avec ces éléments-là, comme je vous ai dit, sensitifs, donc postural en fait. Voilà, là, on ne travaille que l'aspect neurosensoriel. Et là, pendant 1 an, donc, il porte ces semelles-là, il revient, on refait le test. Et là, c'était donc 2017 et là, c'était en 2018, il revient donc sans les semelles aux pieds. Là, c'est les yeux fermés, pieds nus. Et là, il est complètement stable sur ses 2 pieds. Et à partir de ce moment-là, il faisait toujours de la kiné. Je dis, bah, écoute, voilà, comment tu te sens et là, il me dit que voilà, ça lui a complètement changé la vie, que maintenant, il arrive à marcher sur les quais de Saône vraiment très facilement. Il fait ses courses. Enfin, il est ravi. Et en parallèle, bien sûr, toujours en rééducation de kiné, parce que bien sûr, il y avait aussi d'autres pathologies à traiter. Voilà. Mais moi, mon travail ici, par rapport aux semelles, du coup, je l'ai complètement arrêté. On a fait un sevrage, ce que j'appelle un sevrage. Petit à petit, on a abandonné les semelles et du coup, voilà, le patient n'a plus de semelles. Voilà, l'information est passée. Myriam, juste une petite question pour les kinés qui vont assister à ce webinaire, Oui. ou qui vont le revoir en replay avec la possibilité. Ces semelles sont apportées en permanence. Est-ce que le sevrage a duré combien de temps et en combien de temps il a eu l'acquisition des premiers résultats? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, le protocole classique, c'est de revoir le patient au bout des 5 semaines de port de semelle. D'accord. Voilà. Et de toujours avoir un lien avec le patient, comme j'ai dit au début, c'est que je lui ai dit, là, ça va pas du tout être le même type de semelle. On est vraiment sur un autre aspect, on traite un autre aspect de vos pieds. Et du coup, je lui ai dit, si les 2 premières semaines, vous êtes vraiment en inconfort, il ne faut surtout pas hésiter à revenir et on réadaptera tout ça. Et donc, au bout des 5 semaines, je le revois quand même. Ça semblait s'améliorer, mais il était toujours instable. Ça, c'est pas complètement, voilà, la rééducation n'était pas terminée. Et ensuite, donc, je lui ai laissé les semelles tout le long. Mais bon, c'est un patient que je voyais régulièrement parce qu'il venait au cabinet
de Lyon. Donc, du coup, je le croisais dans les couloirs. Je disais, ah, ça va. Donc, c'est un patient que j'arrivais à voir. Et c'est un avantage aussi quand on travaille en pluridisciplinarité dans un même lieu, c'est qu'on peut croiser les patients sans avoir à prendre à chaque fois des rendez-vous. Donc, c'est vrai que c'est un aspect c'est un plus, quoi. Et donc, à la fin, au bout d'1 an, quand j'ai refait le bilan avec lui, le bilan annuel, donc on repart de zéro sur un bilan annuel, je vois qu'il est stable. Et donc, le sevrage, dans son cas, ça a été parce qu'il était tellement pas en confiance, du coup, ces premières semaines, on arrête les semelles. Ensuite, si on recommence à prendre en gros 1 semaine sur 2 pendant 1 mois, et ensuite on arrête. Et petit à petit, dès qu'on a fini de faire 1 fois sur 2 au bout des 1 mois, ensuite on commence à arrêter progressivement, entièrement. Mais ça, c'est le patient aussi qui va le sentir. La suite de la question, avant de donner la parole à Jean-Michel, c'est le fait que ce sont la dénomination de ces semelles. Parce qu'on entend semelle orthopédique, on entend semelle proprioceptive, on entend est-ce que ces semelles ont une dénomination particulière et est-ce que ces semelles peuvent être mises, là je ne sais pas dans le cas de ton patient, peuvent être mises aussi bien en ville qu'en sport. Est-ce que ce sont les mêmes semelles et est-ce qu'elles ont la même efficacité dans les chaussures de ville que dans les chaussures de sport? Alors, pour ce patient-là, en particulier… Non, en général. En général, ok. En général, en effet, il y a différents types de semelles. On va avoir des semelles proprioceptives, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles vont travailler l'aspect neurosensoriel du pied. On va avoir des semelles plutôt biomécaniques, thermoformées, qui vont venir aller travailler sur la torsion-détorsion du pied et placer le pied en position neutre et du coup réaxer en fait. Là, on est vraiment sur l'aspect purement biomécanique. Donc là, on va plus être ce sera plus dirigé plus vers des sportifs, mais on peut avoir un mix des deux en fait. Il y a des semelles qui existent aussi où on va avoir des éléments de posturaux. Alors, j'aime pas parler d'éléments posturaux parce que du coup, ça crée le clivage. C'est des éléments qui vont venir stimuler en fait le pied et des éléments qui vont venir activer, pas bloquer, mais activer le pied dans sa structure. C'est-à-dire qu'on va activer le mouvement du pied grâce à des éléments qui vont être un peu plus rigides ou un peu plus mous selon la zone qu'on veut traiter. Voilà. D'accord. Alors justement, là, on est en présence de Jean-Michel, qui est à l'agence TIES de te présenter aussi en quelques mots. Mais c'est là où on va faire l'interface, c'est là où il y aura la complémentarité qui va opérer. C'est que toi, Jean-Michel, ou d'une façon générale, les kinés qui vont recevoir des patients en souffrance vont devoir faire un certain nombre de tests que, effectivement, vous pourrez montrer lors de la formation en novembre. Et ces tests-là vont permettre justement d'orienter. Et on va y revenir juste après, mais peut-être nous te présenter. Tu n'es pas qu'un auteur de livres et de vidéos à succès, hein, mais tu es plein de choses. Donc, raconte-nous en quelques mots ton parcours. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à l'Union des podologues, merci à Myriam. Je me régale toujours autant de l'écouter parce qu'on a une telle logique commune de prise en charge que c'est une évidence qu'on doit travailler ensemble, bien entendu. Merci donc à toi aussi, Frédéric, d'être là pour nous aider à animer cette session. Oui, effectivement. Donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, moi, je suis kiné du sport au départ et j'ai évolué dans le monde du rugby. J'y évolue encore. J'ai travaillé pour plusieurs équipes nationales, l'équipe de France de rugby à 15, les jeunes aussi, l'équipe de France moins de 20 ans. J'ai travaillé dans le rugby à 13 avec les Dragons catalans, à plusieurs clubs aussi de rugby à 15. Donc, le Loup Rugby, j'ai travaillé avec l'USAP à Perpignan. J'ai travaillé, maintenant je travaille avec l'équipe de France à 13. Donc c'est un milieu qui me plaît toujours autant et qui m'a appris beaucoup de choses, tant les joueurs avaient besoin d'aide dans le contrôle de la posture en général et des pieds en particulier, parce que des pieds de joueurs de rugby sont très peu sensoriels. Et si j'ai bien appris quelque chose en travaillant de plus en plus avec les podologues, c'est que nous, on était des mécaniciens, que l'on soit kiné ou ostéopathe, mais pas assez orienté vers l'aspect sensoriel de cet organe. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris
en collaborant pardon, avec eux. Donc, voilà, donc, je suis aussi en formateur et enseignant. J'ai un organisme de formation qui s'appelle Perform Formation. Je travaille pour Physio Academy qui font des formations e-learning. Donc, voilà, et tout récemment, j'ai eu le plaisir de travailler en commun donc avec Myriam, avec Damien Sonricotet qui nous écoute, un autre podologue, posturologue aussi, et 2 préparateurs physiques, dont Gaëtan Boissard et Benjamin Delmoral, donc, qui évoluent dans le rugby, pour cet ouvrage où la prise en charge pluridisciplinaire est une évidence, puisque depuis le début de la pathologie de patients ou de sportifs, et bien jusqu'à sa reprise, on a besoin des compétences de tous ces professionnels, et donc en allant au-delà de la santé, même jusqu'à des préparateurs sportifs, pour remettre un sportif dans les meilleures conditions de son sport. Voilà, donc je suis très content d'être là parce que ça transforme l'essai qu'on avait depuis quelque temps de faire comprendre combien on était complémentaires, et j'espère qu'on aura de plus en plus de professionnels qui n'auront pas le doute, la crainte de croire, donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Myriam, que les podologues s'imaginent que les kinésithérapeutes qui s'intéressent aux pieds vont leur prendre leur travail. Bien au contraire, moi je travaille avec un collègue donc, dans ma structure podologue, et depuis qu'on a cette spécificité dans notre structure, il travaille beaucoup plus, ce podologue, avec nous qu'avant, bien entendu. La peur est toujours levée par la connaissance. Exactement. Donc, écoutez, je vous propose de commencer. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, voyons. Hop. Là. Hop, ça devrait être bon. Alors. Non, on ne se moque pas les. Est-ce qu'il est parti, Jean-Michel? Je pense que c'est déconnecté. C'est déconnecté? Ah non! Apparemment, il a dû faire une petite fausse manœuvre. Il s'est déconnecté. Il va réapparaître dans quelques instants, évidemment. Ouais. Donc, après, tu as bien une petite pensée encore pour nous faire passer le temps que Jean-Michel se reconnecte. Hein. Non, j'ai plein d'adages comme ça que je peux vous sortir sans aucun problème. Mais surtout, il y a une information importante, c'est la formation qui aura lieu en binôme avec Myriam et Jean-Michel en novembre, certainement à Paris. Hein, on fera ça dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez partager au maximum vos expériences. Et comme tu l'as expliqué, Myriam, c'est la pluridisciplinarité qui va prôner, mais il y aura des interactions. Donc, des moments où il y aura des thématiques mixtes avec les kinés et les podologues, des sessions dédiées aux podologues et aux kinés seuls, et après réunir et échanger et partager. Voilà, Jean-Michel est revenu, mets-le en diaporama, comme ça sera parfait. Magnifique. Ça va comme ça, pardon, excusez-moi, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir à faire une petite mise à jour de mon Zoom au moment de connecter. Ah bon. Oui, d'accord. Ouais, j'ai eu la surprise. Donc c'est bon, ça y est, c'est bon. Eh ben, bien sûr, on va maintenant montrer tout l'intérêt qu'on a de travailler en commun, kinésithérapeute et podologue. Alors, la prise en charge qu'on appelait, et ce que Myriam a bien insisté, la prise en soins concertés podokiné se précise dans nos actions communes, comment on va se coordonner pour avoir une thérapeutique la plus appropriée pour nos patients. Donc, tout ce que vous allez voir sur cette session est issu de l'ouvrage dont vous a parlé Myriam, Rééducation et réathlétisation posturale-fonctionnelle du pied. L'ensemble des illustrations sont mises à disposition par Physio Academy gracieusement, et je les remercie. Physio Academy, c'est un organisme de formation e-learning qui a mis en ligne une formation dont je vais vous parler, la prise en charge en rééducation et en athlétisation du pied. Damien Sonricotet a tout fraîchement mis en ligne également avec Physio Academy
une formation dédiée aux podologues, mais avec toute cette stratégie thérapeutique. Il y a également en présentiel à ce jour chez Perform Formation une formation présentielle sur cette thématique pour des kinés pour l'instant. Et merci à PhysioLearn qui se propose de faire et de créer notre première session de formation le 17 et le 18 novembre 2023 à Paris. Et là, on aura en commun des kinés et des podologues dans cette session de formation pour se coordonner le mieux possible dans ces prises en charge. Donc, je ne vous apprends pas que le pied est constitué d'une voûte, constituée de 3 arches, et qu'il a de la charge principalement sur l'avant-pied et sur l'arrière-pied, avec le talon antérieur et le talon postérieur. L'arche médiale, prononcée, l'arche latérale, peu prononcée, sont ces zones où en fait on doit agir au niveau musculaire pour modifier l'architecture osseuse. Le lien fort entre la musculature du pied, en tout cas sa capacité fonctionnelle à tenir les arches, à les maintenir, et l'attitude posturale du pied, bien sûr, dans la littérature, a été démontrée. Si on parle de l'arche transversale, on s'y intéresse souvent un petit peu moins, mais elle a son importance. L'arche transversale, on en a une antérieure, une moyenne et une postérieure. Dans l'arche, si on regarde l'arche dans sa partie antérieure, elle est plutôt horizontale, hein, elle passe par les têtes métatarsiennes. Plus on recule et plus cette arche est transversale, elle est donc verticale. Sur la première rangée, si on regarde en haut à droite, on a les cunéiformes et le cuboïde. Et si on recule un petit peu plus, on a le naviculaire et le cuboïde. Et si on recule encore, eh bien, le talus et le calcanéum. Et là, vous avez bel et bien une arche transversale relativement verticale. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Que cette arche, en fait, elle est constituée en hélice. Cette hélice s'appelle la lamina pedis. La lame de courbure du pied est sous la dépendance musculaire. S'il y a une défaillance musculaire, il y a soit une accentuation de cette courbure dans le cas d'une hypertonie, par exemple, d'un pied. Et dans ce cas-là, on sera à tendance pied creux. Et si on a une hypotonie de ce pied, de cette musculature, eh bien, on est à tendance à aplanir cette lamina pedis et donc se retrouver à une architecture plutôt d'un pied plat. Alors, si on pouvait comparer le pied à un arc, ça nous permet de bien comprendre comment la musculature agit sur cette architecture osseuse. C'est un bon élément de compréhension. Donc, le pied, on peut vraiment littéralement le comparer à un arc qui, avec ses muscles donc extrinsèques, tirerait directement sur la branche de l'arc pour ascensionner l'arche. Donc, typiquement, le tibial antérieur, le tibial postérieur, les fibulaires également, sont des muscles qui directement tirent sur la branche de l'arc. Ensuite, vous avez les muscles intrinsèques. Les muscles intrinsèques, comme vous le savez, sous le pied, eh bien, eux, littéralement, tendent la corde de l'arc. Lorsqu'ils se contractent, ils permettent aussi l'ascension de l'arche osseuse du pied par une mise en jeu de ces muscles intrinsèques. Si on regarde un peu plus précisément, en fait, le pied, il est constitué de 2 cordes, d'un arc constitué de 2 cordes. Une corde courte. La corde courte, c'est les muscles intrinsèques, on vient de les voir. Donc, on voit que quand ils se mettent en jeu, eh bien, on a une ascension de l'arche médiale et latérale, bien sûr, du pied, comme on le voit en bas à gauche. Sur la corde longue, on comprendra que les muscles qui sont plutôt rétromalléolaires, donc les muscles en arrière de la malléole médiale principalement, ont un rôle sur une corde un peu plus longue, que sont en particulier les fléchisseurs longs de l'hallux et des orteils. Si on regarde, donc ça nous donne un comportement du pied différent si on va plutôt activer la corde longue ou la corde courte. Si on active la corde longue, regardez, on va avoir ce qu'on appelle le foot doming, le dôme du pied. Alors ça, c'est assez spectaculaire, hein, bien sûr. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est le pied d'un danseur. Hein. Donc là, vous avez une belle activation des muscles extrinsèques du pied long. La corde courte, vous avez les muscles intrinsèques, c'est assez phénoménal ce qu'on voit là. Hein. Beaucoup de patients ne sont pas dans la capacité de les recruter de manière consciente comme le fait cette personne lors de cet exercice qu'on appelle l'exercice du pied court ou du short foot. Mais c'est aussi un moyen d'évaluer si le patient active de manière donc consciente, mais en tout cas arrive bien à engager ses muscles intrinsèques. La plupart du temps, quand on leur demande de faire ce mouvement, celui d'activation des muscles intrinsèques dans la corde courte, vous voyez volontiers les patients compenser et faire une activation avec les muscles extrinsèques.
Les uns compensant volontiers les autres, et vous le comprendrez, les muscles intrinsèques sont souvent ceux qui sont défaillants. Donc, on retient que vous avez une arche, des muscles qui suspenseurs. Les muscles suspenseurs sont volontiers les muscles extrinsèques. Regardez, si on regarde comment l'arche transversale est suspendue, on peut prendre les fibulaires et le tibial postérieur qui se relient un peu comme un étrier sous le pied, et regardez en vue postérieure, lorsqu'ils s'activent, comme ils sont en mesure d'ascensionner l'arche comme un étrier. Ça, c'est les muscles suspenseurs. Les muscles intrinsèques, eux, sont des muscles plutôt supports. Ils sont là pour élever l'arche grâce à la tension de la corde courte. La pathologie, les pathologies nombreuses du pied sont liées à une capacité du pied à ne pas amortir, à ne plus amortir. Notre pied, vous le savez, il a une capacité à propulser, à réceptionner, et beaucoup d'études aujourd'hui évoquent cette faiblesse et cette non-capacité de réduire l'impact du pied au sol, avec de multitudes de pathologies possibles que cela engendre. Le foot strike, ce que les anglo-saxons appellent le foot strike, l'impact du pied au sol, donc de la force maximale enregistrée à chaque impact, est sous la dépendance musculaire. Si la musculature est défaillante, il n'y aura pas de capacité à amortir. Tout récemment, c'est relativement récent quand même, cette capacité à amortir, on s'est rendu compte qu'elle elle se produisait, cette contraction de protection, se produisait juste avant le contact au sol et non pas au moment du contact au sol. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est capable d'enregistrer des vibrations qui sont transmises via le mollet, par des vibrations du mollet. Ces vibrations, lorsqu'elles sont excessives, sont interprétées comme un risque potentiel de pathologie par le cerveau, et il va donc envoyer l'ordre, pour ça il faut qu'il reçoive bien l'information bien entendu, mais il va envoyer l'ordre de bien réagir et d'engager la musculature et faire ce qu'on appelle le muscle tuning, c'est-à-dire une préactivation musculaire avant l'impact. Et cette préactivation musculaire, vous vous doutez bien, protectrice, est plus ou moins efficace suivant la force de chaque individu et donc la capacité à amortir. Les anciennes études étudiaient la force max, donc d'impact au sol, et s'intéressaient au contact. Est-ce que ça tape fort avec des plateformes de force? Aujourd'hui, on a modifié un petit peu cette compréhension qu'on avait, parce que ce n'est pas parce qu'on tape fort qu'on va créer plus de pathologies, c'est parce que l'impact, il est important et le cerveau doit recevoir l'information, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet impact? Est-ce qu'on est en mesure musculairement de le réduire, de l'amoindrir, de limiter sa transmission via le squelette? Si oui, alors le patient sera protégé. Alors, le membre inférieur, vous le savez, il est capable de faire une triple flexion. Il est comparé par beaucoup d'auteurs à un modèle masse-ressort. En fait, le membre inférieur est un ressort, le pied est un ressort également. Le pied est un amortisseur. Et pour avoir un bon amorti, ce pied, il doit pouvoir avoir une arche qui est un petit peu surélevée et surtout qui est bien flexible. Et donc, on sait que l'impact au sol est plus ou moins important en fonction des conditions. La technique, bien sûr, de course va influer sur la violence de l'impact et aussi, bien sûr, comment on va savoir le gérer. La vitesse de course, plus on court vite, plus on tape fort, plus il y a de l'impact. La posture du pied, un pied plat, on va le voir juste après, et un pied creux sont des pieds potentiellement, malheureusement, plus à risque de créer un violent impact que le patient ne pourra pas tolérer. La surface, bien entendu, courir sur du bitume sera plus traumatisant, vous en doutez, et vous le savez, que courir sur une pelouse, par exemple. Le type de chaussures, il y a des chaussures qui sont plutôt très amortissantes, d'autres moins. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait parler des chaussures, faire un autre sujet, il y a beaucoup à dire sur le type de chaussures. Enfin, cet impact en fonction des conditions peut atteindre 3 fois le poids du coureur, donc c'est relativement violent et lorsqu'il est important, et bien sûr, il est plus à risque, mais en plus, d'autant plus si le patient ne sait pas amortir. Vous savez qu'il y a une course dite plutôt avant-pied, donc des gens qui ont une course dite digitigrade, on vous attaque avant-pied naturellement, et là vous avez 2 personnes sur le même tapis roulant à la même vitesse. Je vous repasse les deux. Donc, regardez les comportements naturels. Je ne leur ai pas dit à celui de gauche, cours sur l'avant-pied, et je n'ai pas dit à celui de droite, cours sur le talon. Je leur ai dit, cours, je filme. Et vous avez des comportements fondamentalement très différents, avec un très tonique, donc à gauche, et l'autre plutôt avec une attaque talon, un effondrement de son arche médiale, des genoux plutôt valgus. Regardez en vitesse ralentie comment le comportement d'un pied qui n'est absolument pas amortisseur
crée un valgus de l'arrière-pied et des impacts violents, une vibration importante dans le mollet qui doit être transmise au cerveau pour qu'il donne des capacités musculaires, donner l'ordre aux muscles d'agir davantage pour amortir. Regardez cette jeune femme qui a des mollets relativement volumineux, on dit volontiers un mauvais pied, gros mollet. Bien sûr, puisque le mollet, comme on le sait, compense volontiers la défaillance très souvent des pieds. Et c'est cette surtension, ce surtravail excessif du mollet qui va générer potentiellement des pathologies. C'est du sexisme. Pardon? C'est du sexisme. Fais attention. Alors, dans le rugby, on en a des gros mollets, Oui. de nombreux chez les joueurs de rugby et surtout en première ligne. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils poussent, parce qu'ils sont aussi un pied faible. Aussi. Non, mais ceci dit, c'est important. C'est une règle quand même. C'est quelque chose qui se vérifie sur 50%, 80%, 100% des mollets. Ce qui est, en fait, on prend le problème, quand on voit le patient, on le prend dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on prend conscience que la pathologie, par exemple, d'une tendinopathie calcanéenne est en lien peut-être avec une surtension du mollet. Donc, on fait notre bilan, on trouve ce mollet surtendu. Et après, on se pose la question pourquoi. Et très souvent, quand on investigue davantage et qu'on regarde en faisant des tests, est-ce que ce pied est bel et bien fort? On se rend compte que non. Très souvent, quand il y a une surtension du mollet par compensation, et ça ne se produit pas qu'au moment de la pathologie, c'est de nombreuses années déjà avant que ce soit installé la pathologie, le patient a compensé de nombreuses années ce pied faible. Et il a à terme eu une contracture, un surtravail du mollet qui a engendré une pathologie. Et il ne suffit pas juste de traiter le symptôme, ce qu'a dit, bien sûr, c'était passionnant ce qu'a dit tout à fait Myriam tout à l'heure, c'est que on ne s'oriente plus, nous non plus, de plus en plus vers un traitement du symptôme, mais de plus en plus de la cause. Pourquoi ce mollet est-il surtendu? Donc, je me moque d'une certaine manière un petit peu de sa pathologie, qu'il ait eu une tendinopathie d'Achille, qu'il ait eu une aponevrosite plantaire ou une périostite, c'est cette surtension du solaire qui est en cause. Donc, il va falloir que je le relâche. Mais si je le relâche, ça va quand même revenir parce que j'ai toujours un pied faible. Rassure-moi, Jean-Michel, pendant la formation, tu nous expliques bien les tests qui permettent de dire que le pied est plutôt fort, plutôt faible. Absolument. D'accord. C'est important parce que là, tu nous donnes des vérités, mais on veut des preuves. Absolument. Et il y en a. Et vous en trouverez dans l'ouvrage avec de nombreuses publications bien sûr. Qui appuient toutes ces théories. On fait confiance à ton expérience clinique, évidemment. Donc, je ne vais pas m'appesantir puisque les podologues savent tout aussi bien que les ostéopathes, que les kinés, comment est constitué un pied plat valgus, comment est constitué un pied creux varus. Tout ça, évidemment, c'est expliqué bien comme il faut dans les formations aussi. Oui, mais sauf que ce qui est important dans ce que tu viens de dire, si tu veux passer à la précédente diapo, s'il te plaît, c'est le fait que ça n'engage pas qu'une partie du pied, ça engage les trois, comment dire, les trois parties avant, médio. Parties avant, c'est ça. Hein, et que quand on fait très rapidement, nous, évidemment, c'est très prosaïque ce que je vais dire, mais quand on fait un diagnostic, on va une évaluation, pas un diagnostic, mais une évaluation du pied. On va regarder peut-être juste la distance entre le pied et le sommet de l'arche. On dit il est plutôt plat ou il est plutôt creux, sans prendre en considération, comme vous le faites, peut-être les trois structures du pied. Je parle de toi, Jean-Michel, et des podologues qui avaient une vision beaucoup plus globale du pied et non pas juste restreinte avec un pied plat, un pied creux. Et parce que souvent, on voit des éléments sur les semelles qui nous disent mais je ne comprends pas pourquoi il a mis un élément à tel endroit, or qu'a priori, je trouve que son pied est plutôt plat ou plutôt creux. Voilà, ça expliquerait le fait qu'il y ait des variations dans les corrections que vous opérez. Je parle des podologues, c'est ça? C'est très juste. On s'intéresse bien sûr à l'avant, médio et arrière-pied. On ne va pas corriger qu'une partie du pied, mais l'ensemble du pied. Et ce qui est fondamental, c'est que ce pied, il y a un élément nouveau qui est vraiment, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on s'intéresse à la flexibilité du pied. Est-ce qu'il est flexible, c'est-à-dire est-ce qu'il est souple ou est-ce qu'il est rigide? Et c'est un élément fondamental, presque plus important même que la classe du pied. Est-ce qu'il est plat ou creux? On va le voir. Donc, imaginez, vous avez des pieds quand même assez caricaturaux. Donc, imaginez ce pied à gauche, là. Donc, ce pied plat, c'est une forme caricaturale du pied plat, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et imaginez à quel moment ce pied est-il capable d'avoir quelconque amorti. En fait, ce n'est pas un pied, c'est un coude.
C'est un coude, oui. Mais ce qui est incroyable quand on voit ça, c'est que, bien sûr, on ne peut pas imaginer une seconde que ce pied puisse avoir quelconque amorti. Ça, c'est impensable, parce que l'arche, elle est tout en bas, donc elle ne peut pas faire son rôle d'amortisseur. Si on regarde à droite, un pied creux, donc on pourrait se dire, si l'arche, elle est plus haute, logiquement, elle devrait avoir plus de capacité à amortir. Le problème, c'est que les pieds à tendance creux sont volontiers des pieds rigides. Et les études ont montré qu'un pied creux est même encore moins amortisseur qu'un pied plat. Parce qu'il n'a pas la capacité à faire son rôle élastique d'amortissement. Donc, bien sûr, cette capacité d'amortissement dont je vous ai parlé est complètement altérée et on a un pied non fonctionnel, non efficace. Jean-Michel, pardonne-moi, je suis avide de questions et d'interrogations. Quand tu vois des pieds, il y a toujours une corrélation entre la morphologie et la dysfonction, où on peut avoir un pied complètement plat et parfaitement fonctionnel, et un pied parfaitement creux et parfaitement fonctionnel. Absolument. Il n'y a pas de corrélation, il ne faut pas se fier aux apparences. Non. En fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le pied dans sa statique et il y a dans sa dynamique. En fait, un pied, il est constitué, enfin, il doit avoir plusieurs fonctions. On va un petit peu en parler après. Il doit avoir la capacité à faire plusieurs choses pour qu'un fonctionnement soit idéal. Si plusieurs de ces éléments sont défaillants, s'il a plusieurs dysfonctions, alors il est plus à risque en dynamique de n'être pas juste au niveau de sa fonction. Exemple, nous, on fait des tests fonctionnels qui s'appellent les tests GMC, Myriam l'a un petit peu abordé. Ces tests GMC nous donnent un score pied à risque, et donc c'est sur 5 tests. Donc, quand on a un pied qui fonctionne bien, on a 5 sur 5 à ces tests. Quand on a un pied qui ne fonctionne pas bien, on peut avoir par exemple 0, et c'est très fréquent chez nos patients d'avoir 5 dysfonctions dans le même pied. Lorsque vous en doutez, quelqu'un qui a une seule dysfonction, par exemple un pied plat, mais qui va avoir malgré tout une force satisfaisante, qui va avoir une bonne élasticité, qui va avoir un bon contrôle proprioceptif, qui va avoir une bonne flexion dorsale de cheville, si tout le reste fonctionne bien, on n'aura pas une grande dysfonction en dynamique et il n'y aura pas de pathologie. Et pourtant, c'est bel et bien un individu qui a un pied plat. Maintenant, si cette personne, elle a tout cumulé, c'est-à-dire elle a un pied qui a tendance plat, elle a une faiblesse des fléchisseurs des orteils, elle a une défaillance proprioceptive, elle a une flexion dorsale limitée et un arrière-pied valgus, la fonction, elle va être, vous en doutez, compliquée. Et ce patient vous dit, je suis coureur à pied, et on leur dit, bonne chance, parce que ça va être compliqué. Parce que mes questions sont orientées dans la mesure où nous, de mon point de vue kiné, je me positionne en profane et peut-être il y a plein de choses que nous, on ne peut pas connaître et découvrir. Et c'est pour ça que je te pose ce type de questions. Vous, podologue, vous avez cette vision qui est complètement pertinente et naturelle, tandis que nous, on ne l'a pas du tout. Enfin, en tout cas, peu. Très juste. juste. Pas moi. Voilà. On reste parfois cantonné aussi à la classe du pied creux, pied plat. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est plutôt dans la fonction qu'il faut, sur lequel là où il faut s'orienter. Là où je te rejoins, Jean-Michel, et je te laisse finir évidemment, pardon, c'est sur le fait que nous, par définition, kinésithérapeute, ça veut dire qui soigne par le mouvement. Donc, on va redonner de la mobilité, ou ostéopathe évidemment, on va redonner de la mobilité. C'est ce qu'on sait faire, mais encore faut-il savoir effectivement où la redonner cette mobilité, sur quelles structures sont les limitations et les dysfonctions, ce qui nous permet d'améliorer et non pas de rester ou peut-être d'aggraver des hypermobilités au détriment des hypomobilités qui restent latentes. Voilà. Alors, retrouver de la mobilité, c'est essentiel, mais retrouver de la mobilité, ça ne sera possible que si, pour la retrouver, on s'adresse à la vraie limitation. Est-ce que c'est une limitation musculaire? Est-ce que c'est une limitation articulaire? Voilà. Donc, l'identifier, et deux, savoir bien la solutionner en allant chercher la vraie bonne solution. Parce que vous savez qu'il y a des limitations de toutes sortes. Il va falloir bien sûr identifier l'origine de la limitation. Donc, l'identification des troubles posturaux, c'est essentiel. Je ne vais bien sûr pas pouvoir vous les décrire. C'est 2 jours de formation. Donc, voilà. Oui, donc, voir ce soir. Les troubles posturaux, on va les identifier. On fait notamment, ça a été évoqué, la hauteur de l'arche, bien sûr. On va regarder l'axe de l'arrière-pied. On va faire des tests de réductibilité. On va faire des tests de flexibilité. Et ça va nous donner, oui ou non, ça nous donnera un profil. On va faire un profilage du pied.
un profil. Ensuite, on a d'autres tests que sont des tests d'identification de troubles fonctionnels. Donc là, on était posturaux, maintenant on est fonctionnels. Et dans ces troubles fonctionnels, on va utiliser les scores GMC, ces tests réellement de fonction. On va avoir un test d'évaluation de la flexion dorsale de cheville, un test d'évaluation si on a un trouble dynamique lors de la flexion de cheville, est-ce qu'on a un valgus de l'arrière-pied qui se produit par ces tests-là, on va l'identifier. On va faire un test pour identification des troubles proprioceptifs yeux fermés. On va rechercher une éventuelle défaillance du muscle solaire, et ce muscle est d'une importance capitale dans l'amortissement du pied. Donc, il y a des tests pour ça. On va identifier si on a une faiblesse aussi des orteils. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pied à moindre risque de pathologie en général, mais en particulier sportive, serait un sportif qui a un pied avec un score GMC à 4 sur 5. D'accord. Et il est très fréquent que ces pieds soient à 0, 1, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'ils ont effectivement ces pathologies. Donc, on continue ce profilage. Donc, et une fois qu'on a ce profilage, il y a une stratégie commune. Et c'est là où, avec les podologues, on doit se coordonner. Donc, en fonction, là aussi je passe, mais de la hauteur de l'arche, de l'axe de l'arrière-pied, de la flexibilité, est-ce qu'on a une flexion dorsale limitée, est-ce que aussi l'intensité de la douleur du patient n'est pas au-dessus de 5. Si elle est au-dessus de 5, on va avoir une stratégie plutôt sédative. On va essayer de le soulager. Si on est en dessous de 5, on va avoir plutôt une intention corrective. Voilà, donc il y a des phases, bien entendu. Alors, ça sera un petit peu rapide pour vous l'expliquer, mais cette stratégie… Oh non, on a le temps, hein, vas-y. Avec Damien Sonricotet, on a réfléchi à tout ça, et dans l'ouvrage, bien sûr, on l'a bien décrit. En fonction de ces critères, eh bien, est-ce qu'on doit équiper le patient de semelle dès le début? Est-ce qu'on doit l'équiper après la prise en charge du kiné? Est-ce qu'on doit l'équiper tout le temps? Est-ce qu'on doit revenir on doit enlever la semelle après la prise en charge? Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est aujourd'hui réfléchi, et on a fait un arbre décisionnel pour aider, pour l'aide à la décision de ces professionnels. Jean-Michel, juste pour revenir sur ton bilan, pardonne-moi, parce que ça c'est aussi important, c'est juste avant, s'il te plaît. Ce type de bilan, à mon sens, il devrait être universel, c'est-à-dire que autant, tu vois, tu fais une fiche de transmission sur certains patients en disant, voilà, comme on fait en kiné ou en ostéopathie, en disant, voilà, il y a telle dysfonction, telle pathologie. Je trouve que ce bilan devait être universel, c'est-à-dire qu'il pourrait être de façon transversale, lisible, aussi bien par les kinés, les podos que les ostéos. Je pense que c'est le but aussi de la formation, c'est-à-dire que quand le kiné va aller voir, va voir le patient, il va regarder la feuille de transmission, il va dire « Ok, je sais de quoi il s'agit ». Quand il va transmettre ses remarques au podologue, « Ok, je sais de quoi il s'agit », et on parle le même langage. Et ça me semble important que ces critères ces critères de profilage du pied, donc le bilan, hein, que chez nous, en kiné, on appelle un bilan, en podo aussi, j'imagine, mais ce bilan puisse être universel. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental pour qu'on ait le même langage. Je suis absolument d'accord avec cette remarque, et c'est pour ça d'ailleurs que le projet qu'on a de faire des formations communes pour avoir les mêmes évaluations, les mêmes critères de suivi et les mêmes objectifs avec des solutions différentes, parce qu'on n'a pas le même métier malgré tout, mais en tout cas, avoir les mêmes objectifs dès le départ, c'est fondamental. Il faut donc se former ensemble. C'est essentiel. Je me permets d'interagir un petit peu avec vous aussi, parce que je vais aller plus loin dans ce que vous venez de dire, c'est extrêmement intéressant. Parler le même langage entre professionnels de santé, c'est ce qu'on recherche. Et depuis sa création, l'Union des podologues milite pour la création, par exemple, d'un bilan podologique du patient âgé. Et ce bilan podologique, il n'est pas simplement pour satisfaire les podologues, pour qu'on soit dans notre cabinet à nous dire « Tiens, on a vu un patient âgé, on a fait un bilan de son pied, il est ci, il est ça ». Le but, c'est d'avoir justement des informations précises et partagées avec tous les professionnels de santé qui interviennent autour des patients. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire, parce que c'est un de nos combats. Je fais confiance à Myriam pour le mener, évidemment, sa qualité de présidente du syndicat. Mais ça, quand on aura réussi à faire des bilans partagés entre professionnels de santé, médecins, kinés, infirmiers, podos, pharmaciens, pourquoi pas, on aura gagné énormément dans l'organisation de notre système de santé, dans la prise en charge de nos patients. On parle du pied du sportif, mais on parle aussi du pied du sujet âgé, on parle du pied des enfants aussi. Voilà, toute cette gamme de pathologies qu'on pourrait traiter tous ensemble, c'est le champ des possibles, c'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup pour ce propos. Et le grand gagnant de tout ça, c'est qui ? C'est le patient.
Absolument. Ouais. Et pour rebondir, donc là, on parle de traitement, mais ça marche aussi pour la prévention. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui ont déjà, parce que ces jeunes gens qui ont un pied faible, par exemple, n'ont pas encore la pathologie qui va être liée à un surtravail du mollet. Cet enfant, il n'a pas encore couru assez et sauté assez pour en avoir eu malheureusement des pathologies. Donc, l'aspect préventif est essentiel à tous les âges des patients, à tous les âges des sujets. Et donc, on peut même utiliser ces profilages pour de la prévention. Nous, on le fait déjà dans le monde du sport. Hein. Évidemment, un joueur qui arrive avec un 0 sur 5, qui ne se plaint pas, on est en début de saison, hein, qui arrive avec un 0 sur 5 au test GMC pied à risque, eh bien entendu, on ne le laisse pas comme ça, on va travailler pour corriger ce qu'on a remarqué qui dysfonctionnait. On va accélérer un tout petit peu parce qu'effectivement, il y a des questions, c'est de ma faute aussi parce que je pose des questions. Non, c'est très bien et c'est tout ce que je souhaitais. C'est qu'il y ait cette anime le débat, c'est super, Frédéric. Merci beaucoup. Non, mais c'est important parce que le problème, c'est que moi, je me positionne de mes confrères. Toi, Jean-Michel, tu as un pied droit chez les podos, un pied gauche chez les kinés et les ostéos. Et je ne dis pas que je suis le juste milieu, ce serait bien prétentieux, parce qu'on sait ce qu'il y a entre les jambes. Mais excusez-moi cette digression. Donc voilà, Fred, carton jaune, Fred. Carton jaune. Ça va, c'est bon. Ça. Ouais, moi, je trouve ça très bon. Non, mais c'est très très bon, mais bon, on est quand même dans un séminaire très sérieux, Fred. Non, mais ça sera coupé au montage. Ouais, ça s'appelle. Si c'est coupé, ça s'appelle une circoncision, hein, c'est pas grave. Hein. Fred, alors là, tu frises le deuxième jaune qui est synonyme de rouge. Hein. Fais attention. Je sors, excusez-moi. Donc, pour rebondir, en fait, il y a. Donc, une fois que le profilage est fait, bien entendu, une stratégie thérapeutique est mise en place. Je vais vous aborder peut-être quelque chose qui est un peu moins connu parce qu'avec tout ce qu'on remarque comme dysfonction, on va corriger des facteurs de risque et je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Par contre, je vais vous montrer l'aspect un petit peu plus et ça, je pense que ça pourra séduire des podologues parce qu'ils en ont des plateformes de baropodométrie et on montre comment en feedback visuel temps réel, on peut avec un patient corriger en temps réel donc, son attitude posturale du pied. Alors, on installe le patient. Bon, ces méthodologies de rééducation sont relativement récentes, même si les premiers cas d'utilisation en feedback visuel temps réel des pressions, c'est Cocorico, ce sont des Français en 2004, des gens de Saint-Étienne qui avaient, dans le cadre d'une étude, utilisé des plateformes de baropodométrie pour corriger en temps réel l'attitude des patients. Ça, c'était en 2004 pour la première fois et ça a vraiment évolué à partir des années 2010. À partir de 2010, il y a eu une vraie explosion de l'utilisation de ces procédés. Donc, le principe était de mettre le patient face à un écran où il voit son pied en direct et où il corrige ses empreintes. Je vous passe l'historique de l'évolution, de la connaissance, de la pression sous le pied, des répartitions, des pressions, etc. et de l'utilisation jusqu'à maintenant, même en réathlétisation. Si vous regardez tout récemment une étude en 2019, la réathlétisation et la prévention dans le sport utilisent ces procédés de correction en temps réel. Donc, quels sont les principes? Donc, l'idée, c'est d'installer le patient donc, dans une position définie et de répartir les pressions que l'on a jugées par l'évaluation anormale, qu'on a identifiée par certains critères, on a identifié les anomalies de répartition des pressions et on va lui demander en temps réel, donc en conscience, de corriger ses appuis avec un retour visuel. Là, vous avez par exemple des empreintes de patients qui sont des empreintes spontanées avant correction. Donc, vous avez un pied plat d'un homme de 55 ans, un jeune skieur adolescent de 12 ans avec un pied à tendance très valgisée, non pas creux, hein, et c'est un pied qui est un peu rigide et très valgisé, et un vrai pied creux, donc pour une femme de 35 ans à droite. L'idée, c'est de placer le patient dans une certaine position. Là aussi, tout ça, c'est expliqué. Hein, on explique tout ça à nos formés. Et d'adopter une attitude qu'on en appelle la demi-assiette renversée ou l'exercice des 3 points rouges. L'idée, c'est d'aller transférer les charges aux bons endroits pour que le pied se mette activement à ascensionner les arches et donc à recruter les fléchisseurs des orteils, que sont les intrinsèques et les extrinsèques, ce dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque ces patients, et regardez là, vous avez un individu qui est non corrigé à gauche et son empreinte est corrigée à droite, il fait l'exercice des 3 points rouges. On appelle ça la demi-assiette renversée aussi, parce qu'en fait, c'est comme si on avait une assiette qu'on avait coupée en deux et qu'on avait séparée. On demande au patient de mentaliser, de conceptualiser l'idée que son pied appuie que sur le bord de l'assiette.
c'est assez important d'avoir de l'imagerie mentale, ces conceptualisations, puisqu'on utilise beaucoup le conscient au début pour après passer dans l'inconscient, ce qu'on appelle d'abord le feedback et ensuite le feed-forward. Donc, là, vous avez en direct quelqu'un qui est en train de corriger son attitude. Vous voyez, on a en direct le rendu. Toutes ces images sont d'une formation, donc la formation en ligne chez Physio Academy. Et merci à eux de nous les laisser à disposition. Donc, voilà, typiquement, quelqu'un qui est en train, en direct, de corriger son appui. Là, on a, par exemple, là, on le fait volontiers avec des enfants parce que ces procédés-là, on peut les travailler très tôt avec les enfants. Donc, j'ai des enfants, parfois, je commence à l'âge de 7 ans et je leur fais travailler. Et c'est vrai qu'un petit élastique, ça les aide à adopter. Ils ont du mal à comprendre la charge sur l'arche externe du pied. On leur donne des petits repères tactiles aussi au niveau cutané pour leur donner une bonne perception de la correction, pour avoir une correction idéale. Ce sont les patients qui sont volontiers sur l'arrière-pied et qui chargent davantage sur l'avant-pied lorsqu'ils comprennent les corrections. Une fois que c'est appris à 2 pieds, on le fait à 1 pied avec les mêmes procédés, donc les 3 points rouges, la demi-assiette. On apprend à transférer la charge aux bons endroits. Lorsqu'on identifie que la charge est insuffisamment sur l'avant-pied et excessivement sur l'arrière, ça c'est plutôt des pieds faibles, effectivement, les pieds qui chargent sur le talon. Là, vous avez un individu qui a plutôt un pied creux. Regardez comme sa charge, elle est dès le début spontanément trop vers l'arrière. On lui demande de regarder le petit curseur qui est à gauche, de charger en avant, de porter son poids du corps idéalement à 60% en avant, sur un seul pied, on est normalement avec plus de charge sur l'avant-pied, donc en monopodal. Donc, il apprend, il se ressent. Alors ça, c'est pas rare d'avoir des gens qui vont vous dire « Oula, j'ai l'impression d'avoir une crampe sous mon pied, je sens que ça travaille, mon pied travaille différemment. » Et oui, puisque c'est une activation importante des muscles qui suspendent l'arche et des muscles qui la surélèvent. Après, bon, il y a d'autres procédés, mais on peut se mettre sur un axe médian pour apprendre à transférer la charge médio-latérale. On avait appris avant-arrière, après il y a médio-latéral. Là aussi, il y a des critères et des objectifs en termes de répartition à connaître. Là, les patients, vous le voyez, ce patient, il essaye de médialiser. Il a trop médialisé son centre de pression et il latéralise son centre de pression de son membre inférieur. Et il doit reporter l'appui les fameux 3 points rouges qu'il doit apprendre. Après, on va passer très vite, mais grosso modo, de la charge… Ce qui est bien, Jean-Michel, dans ce que tu présentes, c'est que là, tu illustres les exercices, hein, et donc tu les fais permis de visualiser. Pour les kinés qui n'auront pas la plateforme, ils sauront que quand ils font cet exercice, ils auront a priori tel résultat. C'est ça qui est important. C'est qu'effectivement, nous, les kinés, on va pas s'équiper a priori, hein, sauf si on veut vraiment se spécialiser comme toi, tu le fais. Mais nous, si on ne s'équipe pas, on sait que tel exercice, on aura tel résultat. Et ça, c'est vachement important parce que ça rentre dans la tête que de visualiser les appuis sans avoir à acheter une plateforme comme ça. En fait, les patients on peut tout faire ce que vous voyez là sans plateforme. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le retour visuel nous fait gagner un temps important et précieux sur la connaissance par le patient de la position juste et de correction. Bien sûr, parfois, mais c'est l'argument qui va être opposé en disant oui, mais tu es gentil de faire tes exercices, mais moi, je ne vais pas mettre 1 000, 2 000, 10 000 euros dans une plateforme pour faire des exercices, or qu'a priori, c'est ça. C'est toute la pertinence de cette… Il y a des kinés, effectivement, qui se spécialisent parce qu'on est en train de créer, on a encore plein de projets, hein, on est en train de créer avec une équipe, une chirurgienne, Mario de Munoz, on est en train de créer notamment une équipe pluridisciplinaire avec d'autres podologues, avec d'autres kinés également et comment dire, d'autres professionnels de santé. On est en train de créer une équipe pluridisciplinaire pour créer des sortes de spécialistes du pied, mais avec plusieurs professionnels. Donc, il y aura des kinés, des ostéopathes, des podologues dans ces formations. Et on est en train de créer une sorte de, entre guillemets, des thérapeutes spécifiques du pied et qui, peut-être, s'équiperont. Déjà, j'ai des gens qui sont formés, qui sont équipés de la plateforme parce qu'ils se sont rendus compte, effectivement, hein, que l'apprentissage était facilité dans la correction. Mais encore une fois, tout est possible sans plateforme. Et ce qui permettra à l'UP d'avoir un annuaire de référencement des praticiens formés
pour que le kiné qui est dans la pampa complètement isolé sache qu'il y a pas loin de chez lui un podologue qui est informé et formé par cela, et réciproquement, peut-être le podologue qui cherche un kiné, parce que ses prérogatives sont limitées, comme dans chaque métier. Ça permettra au podologue d'être référent et au kiné d'être référent du podologue. Voilà. Myriam pourra me le confirmer. Tiens, ça, c'est pas un hasard. Ouais, voilà. L'idée, c'est vraiment d'uniformiser un petit peu le protocole de rééducation du pied du patient. Et le podo, lui, il a ses outils. Il y a cette plateforme-là, mais on a aussi, nous, d'autres outils spécifiques à notre profession. Après, c'est vrai que d'avoir cette plateforme, c'est quand même un gain assez énorme, et les patients adorent. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une rééducation de l'avant-pied suite à une opération de l'avant-pied chez une patiente. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle venait, tout de suite, elle regardait la plateforme et elle avait envie de se tester justement sur la plateforme. Donc, c'est un peu ludique, et c'est parce que travailler son pied juste comme ça, sans avoir de retour, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu frustrant. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est d'ailleurs pour ça que dans l'évaluation, il ne faut surtout pas mettre le patient face à l'écran, mais le tourner ou modifier. Parce que une des choses systématiques, c'est que quand le patient regarde l'empreinte, vous ne lui avez pas encore expliqué la correction, il est déjà dans la volonté de modifier quelque chose. Parce qu'il a mentalisé l'idée que peut avoir la forme d'une empreinte dite normale, pourtant on ne lui a encore rien dit. Et il est déjà en train de modifier des choses parce que ça lui semble anormal ce qu'il voit à l'écran. Il est déjà en train de chercher à modifier quelque chose. Et c'est ça qui est pas une des clés, mais enfin un des points importants de l'utilisation de la plateforme. Pascal, le philosophe Pascal, disait un objet observé est déjà modifié. Voilà. Ah, intéressant. Bah, c'est tout à Pascal fait... qui le disait. C'est pas moi. Hein. C'est normal, on est en plein pack. Donc, c'est normal. C'est la période Pascal, donc c'est normal. Et pendant la formation de Jean-Michel, Fred, tu feras aussi un module philosophie ou pas? Oui, c'est prévu. Ah, c'est fantastique. C'est impeccable. Il y aura des phrases à chaque fois. Jean-Michel, il nous reste que quelques minutes encore. Eh ben, c'est la fin, ça tombe bien. Donc, juste vous dire que là, on n'était qu'en statique, mais que bien entendu, il va falloir le faire en dynamique. Donc, ce pied qui est en correction, regardez, il est bien sur les 3 points rouges, la répartition idéale, un pied qui travaille, des orteils ancrés. Et après, en mouvement, on lui demande de conserver la correction. Donc, tout ce qui est fait en statique devra être fait en dynamique, en monopodal, flexion. On peut le faire toucher un banc derrière et remonter, par exemple. Et là, on se rend compte qu'on ne corrigera pas, vous en doutez, qu'un pied, mais par exemple un valgus dynamique du genou, une mauvaise stabilité lombopelvienne, en lui demandant d'avoir un bon contrôle lombopelvien associé à ce travail du pied. Typiquement, moi, par exemple, je travaille des pubalgiques comme ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que le pubalgique on ne va pas en parler ce soir, mais a volontiers un pied aussi défaillant avec un amortissement de mauvaise qualité, et il lui faut travailler aussi ses pieds. Regardez, il y a quelqu'un qui fait, pour ceux qui connaissent, l'exercice de Michael Jackson. L'exercice de Michael Jackson, c'est une montée sur pointe, genou fléchi, qui sollicite spécifiquement le solaire. C'est un exercice qu'on a donc créé avec le GMC. Et regardez comme il est en train de charger sur ses arches latérales du pied en même temps qu'il recrute ses fléchisseurs des orteils. C'est un travail coordonné et synergique des fléchisseurs des orteils avec le solaire. Ici, on a un Michael Jackson à un pied. On appelle ça aussi, si le pied est surélevé derrière, un squat bulgare, mais en montée sur pointe. Donc, c'est très intéressant. Et là, il est en train, fonctionnellement, de changer l'attitude de son pied, de mentaliser au départ la bonne réalisation du geste. Et après, on cherche à autonomiser. Et là, ça pourrait être le sujet d'une autre soirée peut-être, de parler du feed-forward, où là, l'idée, c'est d'autonomiser toutes ces corrections. Voilà, donc il nous reste 2 petites choses et on a fini. Bon, là, par exemple, il est tout à fait possible d'aller charger et de se mettre dans un geste fonctionnel. Et le fameux squat bulgare qui est un temps important en fin de prise en charge dans la correction de l'attitude posturale avec un biofeedback. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on aura pas été... Quelle démonstration. On a hâte quand même d'en découdre avec toi, hein, parce qu'il y a des choses. Myriam, tu participes évidemment à cette formation. Tu animes aussi le côté podologue, hein, pour entériner. L'idée, c'est vraiment de faire sur 2 jours, en fait, une matinée commune, une après-midi séparée, donc podo d'un côté, kiné de l'autre.
une autre matinée le lendemain séparée de nouveau, et puis finir en commun pour vraiment essayer d'amener cette pluridisciplinarité et qu'elle soit réelle en fait, voilà, qu'on ne fasse pas les choses chacun dans son coin. Magnifique, hein, ça promet de moments. De toute manière, vous serez tenu informé. Vous pouvez vous renseigner évidemment auprès de l'UP, vous renseigner auprès de Jean-Michel, auprès de PhysioLearn. Vous aurez tous les liens. Peut-être arrêter le partage, Jean-Michel. Oui, je vais l'arrêter tout de suite. Merci. Voilà. Et vous aurez tous les renseignements et vous pouvez renseignements évidemment sur l'UP PhysioLearn. Jean-Michel, enfin, dès lors que vous avez vu ce webinaire, vous aurez les informations nécessaires. Merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont assisté ce soir. Et Myriam, le mot de la fin. Oui. Alors, le mot de la fin, je dirais que là, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on fait des webinaires à l'Union des podologues et je pense que ça prend vraiment forme et on a un succès assez important en voyant le nombre d'inscrits à chaque fois. Donc, on va pas lâcher. Donc, le mois prochain, on aura encore un autre webinaire. Et je vous invite tous vraiment à vous intéresser à ce que l'Union des podologues fait et aussi à adhérer parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de tous les pédicures podologues qui s'intéressent au métier. Et voilà, je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton adhérer sur notre site internet. Voilà, encore merci Jean-Michel, encore merci Frédéric. C'est des partenariats qui vont faire grandir notre profession. Donc je rappelle qu'on a quand même pas mal de formations en commun qui arrivent. Il y a l'orthoplastie qui arrive, il y a le pied du diabétique, il y a celle de Jean-Michel et toi, effectivement. Nous avons la nutrition, nous avons de la posturologie clinique, nous avons plein de formations en commun et c'est là où on voit toute la complémentarité. Quand on voit la posturologie ou la nutrition, voire même la rhumatothérapie que j'espère on va mettre en place très rapidement, ça prend tout son sens et c'est vraiment toute la pertinence de l'UP, c'est d'ouvrir à tout cela. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. On vous souhaite une bonne santé et prenez soin de vous. À bientôt. Et merci à Quentin pour avoir bien animé tout ça. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir.